Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et effectivement, très très bonne année à vous tous et bonne année à vos patients. Ce que je vais essayer de faire là, c'est d'essayer de vous montrer qu'effectivement, on peut donner les 4 médicaments et non seulement on va donner les 4 médicaments de l'insuffisance cardiaque, il y a évidemment d'autres choses à faire, mais on va rester sur les médicaments, mais qu'il faut le faire au moment de l'insuffisance cardiaque aiguë. Quand le malade vient avec une insuffisance cardiaque aiguë, il a en fait un drapeau rouge et il vous dit attention, je ne suis pas bien traité, je ne suis pas bien équilibré, il faut que vous occupiez de moi. Donc on ne va pas parler des médicaments qu'il faut donner ou des traitements qu'il faut donner dans les premières heures. On va beaucoup parler de cette phase-là qui est très très importante, les quelques jours où le malade est dans le couloir et qu'il n'a pas de voie veineuse, et des quelques jours qui suivent sa sortie de l'hôpital. Pourquoi cette période-là, avant et après la sortie de l'hôpital, est très importante? Parce qu'une grande partie des malades quittent l'hôpital et ils sont encore congestifs. Ici, c'est une très très grosse base de données de la Société européenne de cardio. Regardez ici, quand les cardiologues eux-mêmes, on leur dit est-ce qu'au moment de la sortie, le malade a des signes de congestion? Vous voyez ici que c'est 31% qui disent qu'il y a des signes de congestion, et probablement il y en a beaucoup plus. Et pourtant, nous tous, on écrit dans notre compte-rendu de sortie que le malade va bien et que tout va très très bien et qu'on est extrêmement fort. Alors, pourquoi il faut donner ces médicaments d'insuffisance cardiaque? Parce que cette phase vulnérable, cette phase de quelques semaines qui suivent la sortie du malade après insuffisance cardiaque aiguë, tue aujourd'hui beaucoup de patients et elle tue même plus que beaucoup de cancers. Et pourtant, on a beaucoup de médicaments qui marchent. Il y a des avancées phénoménales qui ont été faites sur l'insuffisance cardiaque chronique, et on sait aujourd'hui que quand vous donnez ces 4 médicaments principaux, quand vous les donnez aux doses qui sont prescrites, recommandées, ça augmente la survie de vos patients et ça diminue la réhospitalisation. Et pourtant, dans tous les pays du monde, quand vous prenez les États-Unis, 1% seulement des patients reçoivent ces médicaments aux plus fortes doses. Et je vous montrerai d'autres exemples dans un instant. Quand vous regardez la Suède, qui est un des pays où on protocolise le plus, c'est là aussi à peine quelques pourcents des malades qui ont ces 4 produits, ces 4 médicaments aux doses optimales. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec Strong, donc une étude qui est vraiment partie ici de la France? On a dit, avant que le malade ne quitte l'hôpital, on va lui donner en même temps, le matin, 3 classes médicamenteuses. À l'époque, le SGLT2 n'était pas recommandé. Donc, une demi-dose d'inhibiteurs d'enzymes de conversion ou d'ARNI, une demi-dose de la dose optimale de bêta-bloquants et une demi-dose de la dose optimale des antagonistes de l'aldostérone. Donc, ces 3 comprimés étaient donnés en même temps, 1 à 2 jours avant qu'ils ne quittent l'hôpital. Ensuite, ces patients, on les revoyait, et à la 2e semaine, s'il n'y avait pas, et je vous montrerai dans un instant qu'est-ce que j'entends par signe négatif, mais s'il n'y a pas de signe négatif, les cardiologues étaient obligés de monter ces médicaments-là, ou une partie de ces médicaments-là, à pleine dose. Alors d'abord, on va regarder les courbes et les barres en bleu. En bleu, ça c'est vraiment ce qui est notre quotidien, ou en tout cas ce qui était notre quotidien. Et vous voyez que pour les cardiologues qui ont suivi ces patients, ils n'avaient pas nécessairement jugé, peut-être qu'ils avaient peur. En tout cas, vous voyez que très très peu de patients, quelques pourcents des patients, avaient 3 à 6 mois après une insuffisance cardiaque aiguë, avaient soit des inhibiteurs d'enzymes de conversion, soit des bêta-bloquants. Et grâce à Strong, donc en poussant les feux, on a réussi à ce que la moitié des patients, et ça c'est vrai encore à 3 mois et à 6 mois, et la dose optimale des inhibiteurs d'enzymes de conversion, la dose optimale de bêta-bloquants, et on avait réussi même encore plus pour les antagonistes de l'aldostérone. Est-ce que donner tous ces médicaments ensemble et les donner aux fortes doses, est-ce qu'on a un bénéfice lié à ça? La réponse est oui, puisque vous voyez ici que dans les 6 mois, il y a moins de malades qui ont été réhospitalisés et moins de décès par rapport à la courbe contrôle. Alors ce qui est terrible, c'est qu'on pense tous qu'on fait très très bien, et quelques heures, j'allais dire, ou quelques jours après la publication du papier, on a une équipe de Taïwan qui nous a écrit. Elle a dit, écoutez, nous, à Taïwan, on fait le protocole Strong depuis des années, et est-ce qu'on peut comparer nos résultats? Donc effectivement, et ça a été publié dans un journal américain. D'abord, on a regardé les médicaments. Bon, là, j'ai pris les
antagonistes de l'aldostérone, mais vous voyez qu'en fait, à Taïwan, même quand ils disent qu'ils font très bien, ils faisaient moins bien même que le groupe contrôle de Strong. Et vous voyez que, évidemment, on a beaucoup plus de réhospitalisation et beaucoup plus de décès que dans Strong. Donc on croit bien faire, mais en fait, c'est quelques patients qu'on traite peut-être bien, mais la grande majorité ne bénéficie pas de nos traitements. Et donc les recommandations de l'ESC, qui sont sorties il y a 2 ans maintenant, disent que avant que le malade ne sorte, il faut qu'on donne la glyphosine à très forte, enfin au maximum, à 10 mg, la moitié des inhibiteurs d'enzymes de conversion ou l'ARNI, la moitié du bêta-bloquant et la moitié du MRA, tout ça ensemble par la bouche le matin, et que 2 semaines plus tard, on fait tout pour emmener toutes ces classes-là au maximum. Cette partie-là, avant que le malade ne quitte l'hôpital, ces quelques jours-là sont des jours qui sont très très importants. Et on a pu le montrer sur un papier qu'on a publié il y a 1 année. On a montré que quand le malade est traité avec la moitié de la dose et qu'on combine ces médicaments avant qu'ils ne sortent, ces malades-là vont être très très bien traités 3 à 6 mois plus tard. Regardez ici sur chacune des classes médicamenteuses, regardez. Quand vous voyez ici, avant que le malade ne quitte l'hôpital, c'est 80-90% des patients. Quand ils ont la moitié de la dose avant de quitter l'hôpital, 3 à 6 mois plus tard, c'est ces malades-là qui vont être traités avec une grande majorité qui vont avoir la combinaison des doses optimales. Alors j'ai beaucoup insisté sur cette histoire de dose optimale parce que quand on a écrit le protocole, comme d'ailleurs beaucoup d'entre vous, on imaginait que si on combinait les médicaments, mais que chacun en ne donnait que la moitié, ça devrait suffire pour sauver les malades et empêcher la réhospitalisation. Et ça a été vraiment une grande surprise pour nous. Ce concept est complètement faux. Il faut que les médicaments soient donnés vraiment aux doses optimales, aux doses recommandées. Et vous voyez ici que quand ces malades ont entre 90 et 100% de la dose optimale et qui sont combinés, vous voyez qu'ils ont de très loin les meilleurs résultats sur ce qu'on appelle l'objectif primaire, c'est-à-dire la survie et la réhospitalisation, et qu'en revanche, la fameuse dose qu'on pensait tous pouvoir être bénéfique, c'est-à-dire entre 50 et 90%, ou même moins de 50%, vous voyez que les effets sont beaucoup moins bénéfiques. Et vous voyez ici, quand on regarde que la survie, c'est aussi de nouveau très très clair. Si vous ne donnez pas entre 90 et 100% de la dose pour tous ces médicaments-là, vous n'obtenez pas le maximum des effets. Alors l'autre grande surprise qu'on a eue, c'est que quand vous allez donner ces médicaments, que vous allez les combiner, que vous allez les donner à forte dose, en fait le malade va être décongestionné, il va fondre et on va avoir besoin de moins de diurétiques. C'est probablement en coupant les systèmes neuro-endocrines qu'on empêche l'eau et le sel d'être réabsorbés. Vous voyez ici qu'à 3 mois, tous les signes de décongestion sont présents, mais probablement c'est ce papier-là qui est sorti il y a quelques semaines qui est le papier le plus impressionnant. En fait, vous voyez ici sur l'axe des Y, vous voyez la congestion ou la décongestion en l'occurrence, puisque ça baisse. Et vous voyez ici, de nouveau, la combinaison des médicaments. Et plus on se rapproche de 100%, plus les 3 médicaments ont été donnés à une dose proche de 100%. Et vous voyez que pour les malades, plus vous allez augmenter, associer ces médicaments bien entendu, et plus vous allez augmenter la dose pour vous rapprocher de la dose optimale de 100%, et plus vous allez décongestionner ce patient, et moins ce patient va avoir besoin de diurétiques. Donc les recommandations de l'ESC sont claires. Il faut commencer avant que le malade ne quitte l'hôpital. Il faut continuer à le voir après qu'il quitte l'hôpital. Et vous pouvez combiner tous les médicaments dans les SGLT2. Et ce qui est très important, pourquoi on ne l'a pas fait pendant des années? Pourquoi nous, à Strong, on avait imaginé de pouvoir le faire comme ça de façon intensive? C'est parce qu'évidemment, il y a un problème de sécurité. Et en fait, on a réussi à régler le problème de sécurité puisqu'à chaque visite, en fait, il y a obligation de regarder 6 signes. 3 signes cliniques, les signes de congestion, la pression artérielle, la fréquence cardiaque, et 3 signes biologiques. Le malade, il se faisait prélever le matin, on attendait le résultat et ensuite on le voyait. NT-proBNP, potassium et créatinine. Et là, autre surprise du chef, c'est qu'on pensait, comme nous tous, quand on a designé l'étude, que le problème va être la bradycardie ou l'hypotension. Eh bien, pas du tout. Regardez dans cet article qu'on a publié, vous voyez que la bradycardie et l'hypotension, c'est quelques pourcents. Qu'est-ce qui va sortir? C'est l'hyperkaliémie. Et encore, on a pris un niveau très très bas de 5.
Cette hypercalémie, on va probablement le régler avec les années en l'associant l'antagoniste de l'aldostérone au SGLT2 inhibiteur. Mais regardez ici, surtout le problème qui va surtout apparaître, c'est qu'au moment où vous allez up-titrer les bêta-bloquants chez ce malade qui sort d'une insuffisance cardiaque aiguë et qui est encore congestif, on va avoir une réascension du N-trypro-BNP et le malade risque de refaire une nouvelle congestion. C'est pour ça que le protocole de Strong était clair. Il y avait plusieurs choses. La première, c'est qu'il ne fallait pas arrêter les médicaments. Quand on voyait une nouvelle ascension du NT-proBNP, on disait de garder la dose du bêta-bloquant là où elle était et de rajouter, de doubler les doses de diurétiques. Je vous montrerai un exemple dans un instant. Mais la majorité des malades, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils quittaient l'hôpital, le NT-proBNP baissait. On était à moitié dose des 3 médicaments. 2 semaines plus tard, on continuait de voir le NT-proBNP qui baissait. On augmentait les 3 médicaments. Ça, c'était vraiment la majorité des patients. Chez quelques patients, effectivement, on a vu, surtout s'ils étaient encore congestifs, au moment où on up-titrait les médicaments, et particulièrement les bêta-bloquants, on voyait le NT-proBNP qui remontait à un niveau similaire, voire plus élevé qu'au moment de la sortie de l'hôpital. À ce moment-là, on faisait tout pour ne pas bouger la dose de bêta-bloquant et garder cette dose-là. On doublait les doses de diurétiques, on le revoyait 2 semaines plus tard. Et là, quasiment dans la grande majorité des cas, le NT-proBNP redescendait et on pouvait augmenter les médicaments. Donc je vous ai montré une amélioration de la survie, une prévention de la réhospitalisation. Mais je voudrais partager avec vous ce papier qui vient de sortir de l'équipe de Boston qui ont utilisé quasiment notre protocole. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait une écho avant, une écho après, et surtout tout ce télémonitoring a été fait à domicile. Et vous voyez ici que ces malades ont eu effectivement plus de la 90% des cas les 4 médicaments. Et regardez ici la beauté de cette optimisation intense et rapide, c'est qu'il y a une amélioration de la FEVG, 6%, c'est déjà pas mal, mais surtout une énorme baisse, diminution du volume des ventricules et du volume de l'oreillette gauche. Et il y a certains malades qui avaient une insuffisance mitrale qui a complètement disparu grâce à l'effet des médicaments. Plein d'études sont en train d'être faites actuellement. Il y a un papier qui est soumis aujourd'hui où Strong a été fait sur 400 000 malades en Chine avec une amélioration au niveau national en moins d'1 an. Donc vraiment le message, c'est oui, on peut combiner ces médicaments, on peut déjà, et il faut les combiner avant que le malade ne quitte l'hôpital, glyphosine à pleine dose, demi-dose pour les 3 autres, et revoir les malades avec à chaque visite un protocole qui doit être vraiment très très clair. Merci beaucoup.